Bénédicte Millambov, qui nous parlera de Jeanne d'Arc vue par la littérature de jeunesse. Alors, Bénédicte Millambov, que je remercie d'assurer cette conférence, est maîtresse de conférences en littérature française, spécialiste de littérature du Moyen-Âge à l'Université Sorbonne Nouvelle. Mais elle est également, comme le titre de sa conférence l'indique, spécialiste de la réception finalement des personnages et de la littérature médiévale au XXe et au XXIe siècle. J'en profite pour vous donner quelques informations. Donc Bénédicte Millambov co-anime avec Alia Morgenstern et Marie Sorel un groupe qui s'intitule Enfance et jeunesse. Donc un projet pluridisciplinaire dédié aux sciences de l'enfance et de la jeunesse à l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc j'en profite pour annoncer très à l'avance une deuxième conférence dans ce cycle autour de l'enfance qui sera assurée par Alia Morgenstern, donc le mardi 2 avril à 14 h. Je vous le donne l'information en avant-première parce qu'elle ne figure pas encore sur le site. Donc le mardi 2 avril à 14 h, et où Alia Morgenstern nous parlera des dîners familiaux et en particulier de la place de l'enfant dans ces dîners de famille à partir d'une étude qu'elle a faite avec des étudiants et d'autres chercheuses et chercheurs. Je vous annonce également une autre conférence de ce cycle autour de l'enfant qui aura lieu le jeudi 16 mai à 18h30 et qui sera donnée par Marie Franco et qui portera sur enfance et guerre, le cas de la guerre d'Espagne. Toutes ces informations seront prochainement mises sur la page Université des cultures ouvertes du site de l'université. Et enfin, je profite de cette intervention pour vous annoncer les autres conférences du mois de novembre, dont celle de Bénédicte Millambov est la première. Nous avons dû malheureusement annuler la conférence qui devait avoir lieu la semaine prochaine autour des expositions consacrées à l'écrivain Claude Simon. Donc elle n'aura pas lieu le 21 novembre. En revanche, vous pourrez entendre mardi 28 novembre à 14 h notre collègue spécialiste de civilisation britannique Thibaut Arroy, qui s'interrogera sur le cas de l'Écosse dans un Royaume-Uni en crise. Et vous pourrez entendre également le 30 novembre à 19 h un dialogue avec le cycliste professionnel Guillaume Martin autour, donc Guillaume Martin, cycliste professionnel dans le top 10 du Tour de France, donc un des cyclistes professionnels français les plus importants, et qui s'interroge, mais qui est aussi, oui, qui n'est pas que cycliste professionnel, qui est aussi philosophe. Il a fait un cursus d'études en philosophie et il a écrit des essais. Et la question qu'il se posera donc le 30 novembre, c'est: le sport est-il moral, l'expérience cycliste à l'épreuve de la pensée. Donc nous espérons vous revoir pour les autres conférences du mois de novembre, mais pour le moment, donc, nous avons le plaisir d'entendre Bénédicte Millambov autour de Jeanne d'Arc, vue par la littérature de jeunesse. Vous avez la parole, Bénédicte. Merci beaucoup, merci pour cet accueil et merci pour le support technique et toute l'organisation. Donc, je suis très heureuse de pouvoir parler littérature de jeunesse avec vous, peut-être replonger un petit peu en enfance, peut-être vous rappeler certains souvenirs. Et donc, il y aura un temps de questions à la fin et vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Et bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. J'espère qu'on m'entend bien, mais je pense que s'il n'y a pas de retour, c'est que c'est bon. Alors, je voulais commencer par un petit détour par une bande dessinée pour adultes que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande. C'est la bande dessinée La Balade nationale, qui est faite donc par un dessinateur, Étienne Davodo, mais aussi par un historien, Sylvain Venère. Et ils imaginent l'équiper de 5 personnages emblématiques de l'histoire de France. Donc, on voit notre Jeanne ici, Molière, par là, le général Dumas, alors le père de l'écrivain Alexandre Dumas, Michelet, l'historien Michelet, et Marie Curie, et il se balade à travers toute la France avec un 6e personnage dont je ne dévoilerai pas l'identité,
Mais ce qui est très intéressant dans cette bande dessinée, c'est que ça rappelle que Jeanne d'Arc est le personnage féminin le plus documenté. C'est celle sur laquelle on a le plus de renseignements, la femme du Moyen-Âge sur laquelle on a le plus de renseignements. Mais on ignore cependant les traits. On n'a pas de portrait de Jeanne d'Arc, on reviendra là-dessus. Et vous verrez aussi, je vous invite à regarder la façon dont elle est représentée, son habillement. Ici, sur la couverture, elle est en armure, mais assez vite, elle va se débarrasser de son armure et elle va être revêtue d'une simple robe blanche. Et donc, on va pouvoir se demander comment est-ce que Jeanne d'Arc est représentée, à la fois dans les textes pour adultes, dans les images pour adultes, mais aussi dans les images pour enfants. Et le livre donc s'interroge sur la place des images dans l'imaginaire national, et il rappelle l'utilisation pédagogique de l'image pour les enfants, qui est très importante, qui s'intensifie au XIXe siècle, en même temps que va se développer l'instruction obligatoire et la littérature de jeunesse. Et donc, on verra, je montrerai toutes sortes d'images, on verra qu'on trouve Jeanne d'Arc dans des livres, bien sûr, mais aussi dans des tableaux, dans la statuaire, dans des objets sur des objets de consommation, des affiches publicitaires. Et on va aussi plus tard la trouver dans le cinéma. Donc, en fait, quand on étudie Jeanne d'Arc, on s'intéresse à tous ces objets parce qu'il y a une synergie entre tout ça et une porosité qui existe entre les productions qui sont davantage pour les adultes et celles qui sont davantage pour les enfants. Donc, ce que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est donc de regarder comment Jeanne d'Arc est donnée à lire et à voir aux enfants dans la littérature de jeunesse, comment ça évolue entre la fin du XIXe siècle, je parlerai même un tout petit peu du début du XIXe siècle, et nos jours. Donc, je vous proposerai d'abord, alors sans aucune prétention à l'exhaustivité, parce qu'il y a énormément de choses sur Jeanne d'Arc, donc on ne peut pas parler de tout ce qui a été produit sur Jeanne d'Arc, mais on verra d'abord un panorama rapide, juste pour vous donner une idée de la diversité de la littérature de jeunesse autour de Jeanne d'Arc. Ensuite, je vous présenterai 2 albums qui sont particulièrement intéressants. Donc l'un de la fin du XIXe siècle, donc Jeanne d'Arc de Maurice Boutet de Monvel, et l'autre qui est plus proche de nous, puisqu'il s'agit donc de Jeanne de Thierry de Dieu, qui est paru en 2004. Et puis je conclurai sur des considérations un peu plus générales sur la part de la tradition ou de l'innovation dans la représentation de Jeanne d'Arc pour les enfants. Et la question que je me poserais, c'est est-ce qu'on peut sortir de l'imagerie traditionnelle sur Jeanne d'Arc quand on s'adresse aux enfants? Alors, tout d'abord, donc, ce panorama un peu général que je vous annonçais. Donc, Jeanne d'Arc est un personnage présent dans les livres destinés au jeune public, quasiment dès les origines de la littérature de jeunesse, parce qu'on va trouver sa biographie dans des textes qui se rattachent à un genre très ancien qui est celui des vies des hommes, plus rarement des femmes, illustres, notamment dans l'histoire de France. Donc, ici, je vous ai mis une image d'un ouvrage qui date du tout début du XIXe siècle, donc la 3e édition est en 1818, mais il est publié pour la première fois en 1814. Donc il est réédité. Vous voyez, c'est quand même un ouvrage qui a eu du succès, même s'il est totalement oublié aujourd'hui. C'est réédition entre 1814 et 1818. Et donc ce livre fait une place à Jeanne d'Arc. Il raconte donc les faits mémorables de l'histoire de France depuis l'origine de la monarchie jusqu'à l'arrivée de Louis XVIII. Et le sous-titre montre bien qu'il est destiné au jeune public, puisqu'il s'agit donc d'un ouvrage destiné à faire connaître aux jeunes Français ce que nos annales renferment de plus intéressant et à leur inspirer l'amour du prince et de la patrie. Cet ouvrage contient des images. Donc vous avez celle qui est consacrée à Jeanne d'Arc ici. Et en gros, en tout, on a dans cet ouvrage, les illustrations sont encore rares dans les livres pour enfants au début du XIXe siècle, donc on a en tout 8 images.
Et sur ces 8 images, on a 2 femmes, Jeanne et la comtesse d'Angoulême qui est la nièce de Louis XVIII. On est dans une perspective, c'est le moment de la restauration de la monarchie, donc il y a tout un côté idéologique derrière. Et les autres, donc elle apparaît au milieu de figures masculines, donc de grandes figures de l'histoire de France, Charlemagne, Philippe Auguste, François Ier, Henri IV, Turenne. Donc vous voyez un peu le niveau de notoriété qu'elle peut avoir déjà en ce début de 19e siècle. Alors la façon dont on la représente, vous la voyez donc ici en armure. Alors on va voir que cette armure se retrouve... vous avez peut-être déjà remarqué qu'on la retrouve par exemple un peu chez Thierry de Dieu. Mais donc cette tradition, ce qui est surtout traditionnel dans cette représentation de Jeanne d'Arc, c'est son chapeau au panache blanc, qui renvoie à des représentations très anciennes, puisqu'on la trouve ici par exemple déjà au XVIe siècle, dans le tableau dit des échevins qui est conservé au musée d'Orléans, et on trouve donc ce chapeau au panache. Mais vous voyez qu'il y a quand même une différence entre les deux images, puisqu'ici elle est représentée dans un habit féminin civil, et puis là, elle va être en armure. Et donc tous ces problèmes, comment représenter Jeanne d'Arc? Est-ce qu'on la représente en fille? Est-ce qu'on la représente avec une armure? Tout ça, on va le voir, se retrouve tout au long de cette longue histoire des images sur Jeanne d'Arc. Alors, il est impossible de citer donc, tous les livres pour enfants sur Jeanne d'Arc qui paraissent au XIXe siècle. Je vous ai mis ici juste quelques titres qui vous donnent une idée de cette diversité. On trouve donc à la fois différents genres littéraires, puisqu'on va par exemple avoir donc, le genre le plus fréquent sur Jeanne d'Arc, c'est la biographie. On raconte sa vie. Mais parfois, on peut aussi avoir des pièces de théâtre. Un drame historique en 2 actes en vers, c'est une pièce de théâtre. Et puis, ça vous donne aussi une idée des diverses orientations idéologiques. Jeanne d'Arc est bien sûr un personnage qui fait l'objet, au XIXe siècle et encore au XXe siècle, d'utilisations idéologiques diverses qui peuvent aller du catholicisme. Alors, je suis passée un peu vite sur les dates concernant Jeanne d'Arc, mais il faut se rappeler que Jeanne d'Arc devient sainte seulement en 1920. Donc il faut tout le XIXe siècle pour que l'Église catholique s'en empare et qu'elle promeuve sa canonisation. Par exemple, Clarisse Juranville, la Jeanne d'Arc racontée aux jeunes filles, c'est un ouvrage d'orientation catholique qui reprend divers discours d'évêques au XIXe, etc. C'est aussi un personnage qui est utilisé et qui va devenir une figure très importante pour les républicains, donc pour les historiens qu'aujourd'hui on dirait de gauche, même si au XIXe c'est un peu anachronique de parler comme ça. Mais donc il y a bien sûr Michelet qui consacre une grande partie de son histoire. Ici, c'est carrément Jeanne d'Arc de la libre pensée, dans cette pièce de théâtre dont je vous parlais. Donc là, c'est une Jeanne d'Arc, en fait, qui est victime de l'Église et de l'institution cléricale et qui va devenir, en quelque sorte, la figure. Donc la libre pensée, à l'époque, c'est une manière c'est la revendication de la justice et de la paix en dehors des institutions religieuses. Voilà, c'est un mouvement qui a été impulsé par Victor Hugo. Et donc, Jeanne d'Arc peut être aussi une figure importante dans ce cadre. Et puis, la troisième utilisation, c'est bien sûr une utilisation nationale, voire nationaliste. Et là, on va trouver Jeanne d'Arc parmi les figures lorraines, avec bien sûr beaucoup d'ouvrages qui paraissent après la guerre de 1870, lorsqu'on a perdu l'Alsace et la Lorraine, et on va rappeler que Jeanne d'Arc a fait l'unité nationale, qu'elle a sauvé la France, etc. Je passe au XXe siècle en sautant un grand nombre d'années, mais peut-être des choses qui rappelleront des souvenirs à certains. C'est ce qu'on peut trouver aussi dans les bibliothèques familiales. Enfin, moi, j'avais ça dans ma bibliothèque familiale, cette collection Rouge et Or. Et là aussi, c'est juste pour vous donner une idée de la diversité de ce qui paraît autour de Jeanne d'Arc.
Donc en termes de genre littéraire, là encore, on va trouver donc, des romans. Donc des romans qui sont quasiment des romans d'aventure. Hein, c'est pour ça que j'ai mis la série Jeanne d'Arc, Robin des Bois, Ivan Noé, mais vous voyez, les couvertures se ressemblent. Donc c'est la même structure de roman d'aventure. C'est très inspiré par les films hollywoodiens. Hein, par exemple, ici on reconnaît un petit peu les... Ou là, il y a un film sur Robin des Bois avec Errol Flynn, ou bien les films avec... Elizabeth Taylor et Richard Burton sur la table ronde. Bon, donc ici, elle a la tête d'Ingrid Bergman dans le film dont on reparlera tout à l'heure. Donc il y a ce côté aventureux, ce lien avec ce qu'on va produire pour le grand public. Et on raconte les aventures de Jeanne d'Arc. Ça continue jusqu'à nos jours. Je vous ai mis un roman de Michael Morpurgo qui est traduit de l'anglais, un autre qui paraît chez Bayard en 2011, donc Jeanne d'Arc, héros de légende, au masculin, remarquez, héros. Jeanne d'Arc, jeune fille rebelle et chef de guerre, mais donc chef au masculin aussi, en 2016. Et puis donc ça continue, là je me suis arrêtée en 2017, mais en gros... chaque année, je pourrais actualiser cette bibliographie sur Jeanne d'Arc. Il y a toujours des choses qui paraissent. On trouve aussi des BD. Donc, par exemple, 2 BD ici en 2017. On trouve, de façon peut-être plus inattendue, des mangas. Donc, des mangas japonais. Il faut savoir que l'histoire de Jeanne d'Arc a été connue au Japon très tôt parce que des marins allemands ont amené des livres sur Jeanne d'Arc en 1872 lorsqu'ils sont venus faire une instruction à des marins japonais. Donc il y a une tradition japonaise autour de Jeanne d'Arc et on peut trouver des mangas, donc plus ou moins proches de l'histoire de départ. Et puis on trouve aussi des livres de fantasy, donc ces livres qui cette fois donc, ne vont plus contenir des biographies historiques de Jeanne d'Arc, mais qui vont broder parfois en prenant des éléments qui ont quand même un lien avec l'histoire, parce qu'ils se servent souvent de choses qui ont été reprochées à Jeanne d'Arc pendant son procès. Son premier procès est un procès à charge, on essaie de montrer que c'est une sorcière. Et donc, du coup, ou bien aussi, on va beaucoup dire c'était une prostituée, elle était appelée par ses opposants la putain des Armagnacs. Donc tout ça ressort en fait dans les ouvrages de fantasy. Et on va la trouver sous différentes formes. Et ici, la jonction se fait avec, là encore, la bande dessinée pour adultes, puisqu'on va trouver toutes ces transformations en fait, de Jeanne d'Arc dans des BD plus pour adultes, donc Jeanne d'Arc vue en sorcière ou une Jeanne d'Arc vue dans une histoire contrefactuelle, on imagine l'histoire autrement. Et donc tout ça est très présent dans la culture d'aujourd'hui. Voilà, donc c'était pour vous donner un petit peu une idée générale de cette évolution. On va voir en fait comment étudier le personnage de Jeanne d'Arc, c'est montrer comment on passe d'une utilisation politique et patriote du personnage à d'autres enjeux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de remonter au XIXe siècle, c'est parce que ça permet vraiment de voir comment on était dans cette utilisation très idéologique au XIXe siècle. On est peut-être encore dans une utilisation idéologique aujourd'hui, mais ça n'est plus la même, ce sont d'autres enjeux. Pour un peu emblématiser, alors ça j'en parlerai tout à l'heure, du coup, pour un petit peu emblématiser donc, cette évolution, je vous propose de regarder ensemble un peu plus en détail ces 2 albums. Donc le Jeanne de Boutet de Monvel, je vais les reprojeter, et le Jeanne de Thierry de Dieu. Et ça me paraissait intéressant aussi de vous parler d'album, parce que l'album, c'est un petit peu la forme phare de la littérature de jeunesse. Un album pour enfants, ça n'est pas la même chose qu'un album de bande dessinée. On ne retrouve pas la grille en gaufrier, la narration séquentielle. Et c'est vraiment une forme qui s'invente là aussi au XIXe siècle et qui va jouer sur la très grande interaction entre le texte et l'image. Un album, c'est différent d'un livre illustré. Dans le livre illustré, si on supprime les images, on ne perd pas le texte, ni l'œuvre reste à peu près telle qu'en elle-même.
En revanche, l'album ne peut pas se lire sans l'image et ça donne donc un mode de lecture très particulier, un fonctionnement particulier. Et ce qui est aussi important dans l'album, c'est sa matérialité. Donc, par exemple, ici, quand Isabelle Nierchevrel dit donc il y a interaction du texte, de l'image et du support, le support, c'est cette matérialité. Le format, est-ce que c'est grand, est-ce que c'est petit ? Est-ce que les couleurs, ça peut être parfois la texture, la typographie, bien sûr. Il y a certains auteurs, si certains, par exemple, connaissent Claude Ponty, qui est un auteur d'albums contemporains très inventif, il utilise même le code barre qui va personnaliser avec ses petits poussins, et il fait entrer le code barre dans son univers de dessinateur. Donc tout est important dans l'album, tout est signifiant. Et par exemple, pour Jeanne, c'est assez... il se sert par exemple de son nom lui-même. La seule mention de Dieu dans cet album sur Jeanne d'Arc, c'est le nom de l'auteur. Il ne met pas Thierry de Dieu, il met de Dieu, donc ça donne de Dieu Jeanne. Et donc vous voyez comment voilà, cette forme de l'album, elle nous invite à donner une signification, vraiment un effet de sens. Il y a un effet de sens avec ce simple nom d'auteur. Donc je commence par le Jeanne d'Arc de Maurice Boutet de Monvel, qui donc est paru en 1896, mais qui a été réédité sous forme de... Alors c'est un fac-similé, mais pas tout à fait. On va voir qu'il y a des différences qui sont intéressantes, et les spécialistes trouvent que le format a été légèrement modifié. Enfin, c'est quand même moins bien que l'édition originale. C'est pas tout à fait la même chose. Alors pour ceux qui voudraient voir l'édition originale, on peut la voir sur Gallica, qui est le site de la BNF. Le livre est numérisé sur Gallica. Je crois que j'ai mis plus loin, je ne sais plus si j'ai mis le lien, mais ça se trouve très facilement sur Gallica. Donc je m'inspire pour ces éléments sur ce livre d'une très bonne notice qui a été publiée dans le catalogue d'une exposition qu'il y avait eu il y a quelques années à la Bibliothèque nationale de France, qui s'appelait Babar, Harry Potter et compagnie, et aussi d'un article d'Isabelle Nierchevrel, qui est une grande spécialiste de la littérature de jeunesse, qui a beaucoup travaillé sur le XIXe siècle. Alors c'est un livre, comme vous le voyez quand même un petit peu ici, en format oblong, donc en horizontal. On parle aussi de format à l'italienne. Et donc ça a son importance parce que ça permet à beaucoup d'images de se déployer sur l'ensemble de la double page. La double page est une unité très importante de l'album pour enfants. Et donc on va avoir à plusieurs reprises des scènes qui utilisent donc cette double page à la façon d'une fresque épique. Et donc ça donne vraiment un élan en fait. Vous voyez ici donc Jeanne d'Arc à la tête de ses soldats et vous voyez aussi, on reparlera du cadre de la page, mais vous voyez comment Maurice Boutet de Monvel joue aussi avec la transgression du cadre. C'est à la fois une image encadrée et puis il va pouvoir traduire l'élan épique par justement tout ce qui sort du cadre. Donc Maurice Boutet de Monvel était un peintre. Et c'est vraiment un album d'artiste qu'on a là. Et il s'inspire en fait de grandes fresques, notamment des fresques de la Renaissance, par exemple des tableaux de Paolo Uccello, comme la bataille de San Romano. Vous voyez, ne serait-ce que les lances qui sont représentées, le mouvement des chevaux aussi, donc tout cet élan qui va être mis en scène. Et puis, il va aussi... reprendre, au XIXe siècle, là, on aime bien les grands tableaux comme ça qui représentent des fresques. Donc si vous allez vous balader dans la Sorbonne historique, vous allez voir, par exemple, dans la cour de la Sorbonne, il y a ces grands tableaux d'histoire qui sont immenses et qui datent aussi de cette époque. Et puis, vous pouvez aussi aller au Panthéon, où on voit aussi l'histoire de Jeanne d'Arc qui est racontée comme ça, avec une petite séquence d'images. Et voilà, vous pouvez ainsi mesurer à la fois donc, l'originalité de Boutet de Monvel, qui est un artiste qui donne sa propre vision de l'histoire de Jeanne d'Arc, mais aussi une tradition iconographique très présente qui existe autour de Jeanne d'Arc et qui le reprend en partie.
Il utilise donc alors les couleurs sont intéressantes, c'est des couleurs assez pâles, ça donne un aspect un petit peu mélancolique à l'ensemble. Il utilise un procédé d'impression en zincotypie pour faire ça. Bon, je n'entre pas dans les détails. Il va aussi être influencé dans le jeu des influences par la peinture symboliste. Donc, vous pouvez comparer ici la scène de l'apparition de l'archange Saint-Michel à Jeanne d'Arc, et puis donc des tableaux du peintre symboliste Pierre Puvis de Chavannes, que vous pouvez aussi, enfin, pas ce tableau-là, mais Pierre Puvis de Chavannes est aussi un des peintres de la Sorbonne historique. Il est aussi influencé par les pré-raphaélites anglais. Donc ici, c'est une tapisserie donc, de William Morris et Edward Burne-Jones. Et vous retrouvez en fait dans les dessins de Boutet de Monvel les imprimés, le côté très décoratif, donc dans les costumes des personnages avec ces imprimés très chamarrés, et puis aussi le goût pour les papiers peints, les sols, enfin toute cette décoration très typique de la fin du XIXe siècle. C'est donc un livre où Boutet de Monvel a réfléchi sur la mise en page. Ça aussi, c'est typique de l'album. Les dessinateurs d'albums sont aussi en quelque sorte des designers. Ils vont penser la page comme un objet graphique, et donc ils vont réfléchir non seulement aux images, mais ils vont réfléchir aussi à la façon dont ils vont donc présenter cette image, comment ils vont la mettre en scène dans l'espace de la double page, et comment ils vont donner sa place au texte, parce qu'il y a quand même du texte là-dedans, et ce texte a bien été écrit, dans le cas de Jeanne d'Arc, par Maurice Boutet de Monvel lui-même. Alors, il va donc utiliser un procédé donc, d'encadrement de l'image. Toutes les images se détachent en fait sur le blanc de la page, et il va aussi utiliser des petites vignettes pour encadrer ces textes. Et il va varier les endroits où il insère son texte. Donc tantôt, vous voyez, enfin, le texte n'est pas mis à n'importe quel endroit. Vous voyez qu'ici, il prolonge en quelque sorte le message, enfin le geste de l'ange. Ailleurs, on va trouver, alors c'est pas ici, voilà. Vous voyez qu'ici, on a cette disposition du texte qui rappelle un petit peu, qui fait écho à la structure de l'escalier. Enfin, il y a toute une recherche d'harmonisation de la page qui repose sur cette mise en page très précise qui va être faite. Un autre exemple d'image vraiment recherchée, enfin, et d'utilisation de ce support de l'iconotexte, donc alliance du texte et de l'image, c'est cette double page d'une procession à Orléans. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est la façon dont il décentre le personnage de Jeanne. Il la resitue en fait au milieu des institutions ecclésiales et chevaleresques avec qui elle était en lien, puis avec qui elle va être un peu en difficulté. Enfin, Maurice Boutet de Monvel insiste beaucoup sur le fait qu'elle est lâchée par le roi, par le dauphin Charles, le futur Charles VII. Et donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est un petit peu difficile de trouver Jeanne d'Arc. Elle n'est pas du tout au centre. Elle est en fait ici. Elle est dans cette procession. Il y a beaucoup d'images qui jouent un peu sur ce procédé de décentrement. Et ça peut être aussi une manière... Enfin, si on essaie peut-être de trouver un équivalent moderne, il y a un petit côté ludique là-dedans. Je pense que vous connaissez les albums Chercher Charlie. Là, voilà, Chercher Jeanne d'Arc, ça peut fonctionner comme ça. Et ça a du sens qu'elle ne soit pas tout le temps... directement visible dans l'image. Je vous disais qu'il y avait des différences en fait entre l'édition originale et l'édition telle qu'elle est rééditée ensuite chez Gauthier-Langros. Donc déjà, on n'a pas la même couverture. Donc la couverture de l'édition originale n'était pas illustrée. Mais, alors il faut que je retrouve mes images parce que je les ai changées d'ordre à chaque fois. Voilà, c'est cette image-là. Ça, c'était la page de titre intérieure donc, de l'édition de 1896. Et donc là, je ne sais pas non plus si vous voyez bien, mais donc, cette image a disparu des rééditions modernes. Pourquoi ? Parce que, en fait, Maurice Boutet de Monvel s'y livrait à une actualisation qui soit pouvait peut-être paraître dérangeante aux yeux du public moderne, soit qui risquait de ne pas être comprise.
puisque si vous regardez bien, Jeanne d'Arc mène au combat des soldats qui ne sont pas du tout en costume Moyen-Âge, ici et là, donc, mais qui sont en costume de la fin du 19e. Ici, donc, ce costume gris et rouge qui va être changé en 1914 parce que c'était trop voyant et que les pauvres soldats se faisaient canarder dans les tranchées, mais qui, à la fin du 19e siècle, était encore l'uniforme de l'armée française. Et ici, on a plutôt un soldat napoléonien. Donc on a une actualisation qui vise à montrer que Jeanne d'Arc continue en fait à entraîner les soldats français et on est dans cette dynamique guerrière qui concerne la fin du 19e. Et ça s'exprime aussi par le texte, parce que dans l'avant-propos, donc une sorte de préface, où Maurice Boutet de Monvel explique ce qu'il a voulu faire dans cet album, vous avez un dernier paragraphe que vous avez là, peut-être vous pouvez lire, et en tout cas moi j'ai dû le noter parce que du coup je ne peux pas le lire sur mon écran, mais je m'en rappelle un petit peu à peu près. Donc ce dernier paragraphe, en fait, là aussi, il a été supprimé des rééditions modernes et il invite en fait le jeune public donc à ouvrir avec dévotion ses souvenirs de cette humble paysanne et il invite en fait le jeune public à se souvenir de son histoire quand la nation aura besoin d'eux. Donc c'est clairement une ouverture vers la revanche de la défaite de 1870, revanche qui aura lieu en 1914. Et l'idée, c'est vraiment de préparer en fait les jeunes esprits à répondre à l'appel de la patrie quand celle-ci aura besoin d'elle. Donc ces deux éléments sont supprimés dans les rééditions modernes. Et vous voyez que la disparition de ce discours patriotique est intéressante pour montrer justement que c'est difficile aujourd'hui de tenir ce discours patriotique et donc on va présenter Jeanne d'Arc un petit peu autrement aux enfants. Si on passe maintenant à l'album de Thierry Dedieu, vous voyez quand même l'effet de contraste entre les deux albums. Bon, bien sûr, on est plus de 100 ans plus tard. Mais Thierry Dedieu, donc, qui est un illustrateur qui a fait beaucoup de livres pour enfants de toutes sortes, qui publie toujours au Seuil Jeunesse, il semble avoir relevé le défi de moderniser l'histoire de Jeanne d'Arc en restant fidèle aux données historiques, mais en évitant donc deux écueils qui sont donc celui du récit national, justement, et celui du récit hagiographique. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui et il confirme qu'il a voulu donner une version laïque de l'histoire de Jeanne d'Arc et puis aussi qu'il a voulu, il a voulu un peu faire pièce aux récupérations dont peut être victime Jeanne d'Arc, notamment par des hommes politiques d'extrême droite. Donc il avait ce souci en tête lorsqu'il a écrit son album. Donc on va avoir cette volonté donc, de rompre avec les représentations traditionnelles de Jeanne d'Arc et on va se demander s'il peut aller jusqu'au bout et si cet album a vraiment trouvé son public, notamment son public enfantin. Alors, donc Dedieu, lui, choisit un format donc, rectangulaire mais vertical, un grand format aussi. Et il opte pour une palette de couleurs extrêmement vive, aussi bien pour ses fonds que pour ses personnages. Donc lui aussi, il va utiliser la double page. Alors mes scans ne sont pas toujours très bien... ils ne respectent pas toujours les couleurs. En fait, c'est toujours des couleurs extrêmement vives. Donc du vert, du noir, du bleu, du rouge. Enfin voilà, c'est vraiment... un parti pris de couleurs vives, donc de grands aplats de couleurs, et ici des images qui ne sont pas du tout encadrées. On remarque la différence avec Boutet de Monvel. Ici, on est face à des pleines pages. L'illustration occupe toute la page, le fond, et on appelle ça aussi des illustrations à fond perdu. Elles occupent toute la page et elles permettent vraiment l'immersion du lecteur dans l'album.
Et donc le texte, beaucoup plus court que celui de Maurice Boutet de Monvel. Maurice Boutet de Monvel, il y a beaucoup de textes quand même. Ici, c'est beaucoup plus court. Il se détache tout simplement sur la page. Si vous arrivez à lire, donc ici, l'incipit, le début du texte, vous voyez que de Dieu a décontextualisé autant que possible le texte et aussi dans une large mesure les images. C'est-à-dire que donc il commence de cette façon. Dans un petit village vivait une bergère qui s'appelait Jeanne. Toute la journée, elle tissait la laine, gardait ses moutons, etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de date, pas de lieu, pas de mention de la France, pas d'occurrence du nom complet Jeanne d'Arc. Et ça va être comme ça pendant tout l'album. On aura donc des personnages qui vont être désignés par leur fonction, mais sans plus de précision. Donc le roi, on lui tendit un piège, on lui fit un procès, ses juges, mais rien de ni mention des Français, ni mention des Anglais, rien de précis. Et en fait, le texte universalise l'histoire et regarde un petit peu aussi, ça fait penser à un début de conte de fées. Dans un petit village vivait une bergère, ça ressemble à un conte de fées. C'est aussi un texte qui fourmille de trouvailles visuelles. Alors, Thierry Dedieu travaillait dans la publicité avant d'être illustrateur de livres pour enfants et il sait faire des images simples et percutantes. Donc, par exemple, vous voyez cette double page ici avec Jeanne qui garde ses moutons. On a ici ce petit mouton qui est à moitié coupé, mais qui en fait incite l'enfant à tourner la page, à aller voir ce qui se cache derrière l'autre page. Chaque nouvelle double page constitue une sorte de mini coup de théâtre. Et c'est ce qu'on appelle donc le procédé de la double page, de la tourne-page, pardon. Donc, cette incitation de l'enfant à tourner la page. Et vous voyez qu'en fait, entre les deux pages, les moutons se sont transformés en bulles. Et c'est le procédé que Thierry Dedieu a trouvé pour rendre compte des voix de Jeanne. Donc, dans le texte, il utilise la comparaison. Donc, comme si des voix lui disaient. Ça, ce procédé de la comparaison, il est assez ancien. Tous les historiens du 19e l'utilisent déjà. Comment expliquer les apparitions de Jeanne? Comme si, ça mange pas de pain. Et donc lui, à la fois donc, il reprend cette comparaison et puis il va trouver cette image, ce symbole graphique en fait de la bulle donc, que les enfants connaissent et qui vont permettre de ne pas préciser en fait. Il y a des choses qui parlent, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas d'où ça vient et voilà. Donc ça incite Jeanne à partir. Vous voyez aussi que la représentation des personnages n'est pas réaliste. Et qu'elle va permettre à l'auteur de mettre en valeur certains éléments en grossissant ou par des effets de disproportion qu'il utilise. Donc ici, quand Jeanne d'Arc se coupe les cheveux, on remarque la longueur de ses bras, elle n'a pas de pied. Et puis, il y a cette énorme paire de ciseaux qui peut, par exemple, faire écho à l'épée de la couverture. Il a choisi de peindre, alors ça ne se voit pas sur cette image, mais là ça se voit, il a permis de peindre une Jeanne aux cheveux rouges, ce qui permet là aussi de suivre très facilement l'héroïne. Et on la suit donc comme ça, depuis la première page où on la voit avec ses cheveux longs vêtus de sabots, jusqu'à la dernière où, cheveux coupés, elle est ligotée sur le bûcher. Et si on regarde aussi là encore la matérialité de l'album lui-même inverse le parcours, puisque sur la première page, on la voit avec les cheveux courts, et sur la dernière, on la voit avec ses cheveux longs. Jeanne est aussi, si on regarde bien, donc sur les doubles pages suivantes, donc non seulement elle a des cheveux rouges, mais elle est aussi représentée en fait en jean et en pantalon. Donc il y a vraiment une modernisation du personnage et une volonté de la peindre en adolescente rebelle. Donc, on la voit ici en jean et en pantalon. On la voit là, vous voyez encore le geste des bras devant le dauphin Charles. Alors, je reviendrai sur cette double page après. Ensuite, on la montre un petit peu en armure. Et puis, on va la retrouver ici face à l'évêque, là encore, dans la position de l'adolescente qui revendique avec donc, son jean et son pantalon. Et en fait, donc... c'est très important dans l'album de Dedieu parce que à la fin, juste avant la page du bûcher qui est là, donc l'avant-dernière double page, le texte, c'est « Après plusieurs semaines, ne trouvant rien à lui reprocher, ses juges la condamnèrent pour avoir porté un pantalon ».
Donc de Dieu recentre en fait les enjeux sur les questions d'habillement, de genre et de la façon dont on va autoriser une fille à porter ou non un pantalon. Et donc c'est à la fois exact historiquement, parce que ça fait bien partie des chefs d'accusation qui sont portés contre Jeanne d'Arc lors du premier procès notamment, mais évidemment ça laisse dans l'ombre toutes les autres choses qu'on a reprochées à Jeanne d'Arc, notamment la question on l'a aussi condamnée parce qu'on l'a jugée comme hérétique. Donc toute la question religieuse et évidemment la question politique, puisque le procès qui lui est fait est bien évidemment un procès à charge et c'est bien un procès politique. Donc il littéralise les enjeux autour de cette question donc, de l'habillement et on verra que ça induit certains effets de lecture. Je voulais m'attarder aussi, parce que là aussi on voit bien cette question de genre et d'habillement qui est présente, et ça nous rejoint la question que je posais, donc comment représenter Jeanne d'Arc. Je voulais m'attarder sur cette double page-là, qui est celle, donc, le moment où Jeanne d'Arc va être revêtue donc, de ses habits guerriers, et c'est une double page visuellement assez étonnante et assez ambiguë en fait, et très riche du coup. C'est ça qui est intéressant aussi dans l'album, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations possibles. Donc on a une Jeanne d'Arc donc représentée comme un... Alors ça peut évoquer plusieurs choses. Donc c'est un texte que j'ai travaillé avec des étudiants et puis qu'on a aussi étudié avec des collègues, les participants au groupe Ange. Donc j'ai pu recueillir les réactions. Et donc moi je voyais Jeanne d'Arc un peu comme un gros bébé androgyne. Le petit pagne ici, ça m'évoque moi un peu une couche. Et puis ce côté enfantin, il est présent ici, donc ça je crois que c'est totalement clair. On est face à une panoplie en fait, un peu comme une panoplie de poupées, ou bien un déguisement. Et donc il y a ce côté instrumentalisation de Jeanne d'Arc, elle va être un petit peu manipulée en fait par ceux qui vont lui donner ses armes. Alors cette représentation cette Jeanne poupée, c'est aussi assez ancien dans la culture de jeunesse, parce que même au début du XXe siècle, on trouve comme ça des découpages sur Jeanne d'Arc, on va pouvoir l'habiller, la déshabiller. Enfin, là aussi, c'est à la fois novateur et puis ça renvoie à une tradition iconographique qui existe. Et donc, on peut voir ça, comme une figure de Jeanne manipulée, ce côté un peu asexuel, asexué, très enfantin. On peut voir aussi, et c'est vrai que c'est aussi une image qui évoque le Christ en croix, avec les bras, et le pagne renvoie aussi à des représentations du Christ. Donc il y a aussi, vous voyez, cette double interprétation possible. Il y a aussi ce côté sacrificiel de Jeanne qui est présent dans l'image. Et là, on n'a plus... c'est une victime, certes, mais c'est aussi quelqu'un qui peut avoir une aura à la façon... dont le Christ peut avoir la sienne. Et évidemment, c'est aussi un personnage de sauveur. Donc, vous voyez que le lecteur est amené à faire ses propres associations, ses propres hypothèses, dans un parcours qui semble avant tout l'inviter à réfléchir sur la position d'une jeune adolescente face à des adultes, à réfléchir sur les possibilités d'action d'une fille dans un monde masculin, parce que le seul moment dans cet album où on voit des femmes, c'est sur cette page-là, qui est la scène célèbre où Jeanne va être capable de reconnaître le dauphin alors qu'il s'est habillé comme le reste de ses courtisans. Donc, c'est un signe d'élection divine. Elle arrive à le reconnaître alors qu'il est habillé comme les autres. Donc là, on voit des personnages féminins. Mais sur toutes les autres pages, ce ne sont que des hommes, et des hommes habillés avec des robes longues. Donc, voilà, ça amène là encore l'enfant à relativiser les signes qui renvoient vers le féminin ou le masculin, parce que, en fait, de Dieu montre bien que tout est ambigu. Donc une adolescente rebelle, une femme qui a osé transgresser la place qui lui est assignée, et bien sûr la couverture met l'accent sur ces enjeux, puisqu'on y voit Jeanne avec cette armure dont on a vu qu'elle se trouvait aussi dans la tradition iconographique, mais aussi avec une énorme épée qui est bien sûr un symbole phallique. Donc elle a à la fois des attributs féminins et des attributs masculins. Et ça, c'est en fait, De Dieu est à peu près le seul illustrateur
que je connaisse qui donne cette ambiguïté à Jeanne. C'est très difficile, en fait, dans toute la tradition iconographique. On a eu beaucoup de mal à représenter Jeanne habillée en garçon. On la féminise toujours. Et lui, il arrive à rendre compte de cette ambiguïté-là. Alors, pour nuancer quand même le côté iconoclaste, en fait, on retrouve chez De Dieu des images anciennes. L'exemple le plus frappant, c'est peut-être cet exemple-là, où on voit Jeanne donc, face à l'évêque, donc, qui peut évoquer l'évêque de Beauvais, Cochon, qui est le plus connu. Mais en fait, dans la tradition iconographique, il y a beaucoup de tableaux qui représentent Jeanne face à ses juges. Et vous voyez l'écho visuel qu'on peut trouver donc, entre la représentation de Dieu et un tableau célèbre du XIXe siècle, Jeanne interrogée dans sa prison par l'évêque de Winchester. Et vous voyez donc ces images qui nous paraissent iconoclastes sont en fait inspirées, elles aussi, par des images anciennes. Alors on pourrait aussi voir comment De Dieu est inspiré par le cinéma ou le théâtre. Par exemple, dans cette scène du bûcher, on va retrouver des images de mise en scène expressionniste ou de films. Je vous parlais tout à l'heure de celui avec Ingrid Bergman. Donc c'est très difficile, en fait, dans le cas de Jeanne d'Arc, de se déprendre de la tradition iconographique parce qu'elle est tellement présente à l'arrière-plan qu'on la retrouve quasiment spontanément. Lorsque donc, on a abordé l'album avec mes collègues d'Ange, on s'est interrogé sur son public et on s'est aperçu en fait que l'album pouvait être assez... Enfin, il y a des réactions très diverses sur cet album, notamment à cause de sa violence. Donc la question de est-ce que c'est un album approprié aux enfants, on l'a discuté entre nous et certains trouvaient que c'était trop violent en fait pour les enfants. Et c'est vrai qu'ici, vous voyez par exemple lors de la blessure de Jeanne, qui est en fait historiquement une blessure assez légère, il y a cette immense mare de sang. Il y a tout ce rouge en fait qui se fait écho à travers l'album. Le rouge du pouvoir royal, le rouge de la blessure, le rouge après de l'évêque, le rouge les flammes du bûcher. Donc un album dans lequel la violence est extrêmement présente. Et un album aussi dans lequel la décontextualisation même rend parfois le texte difficilement compréhensible par les enfants. Parce que pour certains enfants, c'est trop allusif et ils ne vont pas forcément comprendre. Alors les enfants qui connaissent par ailleurs l'histoire de Jeanne d'Arc comprennent, mais les enfants qui ne connaissent pas ne comprennent pas forcément. Et par exemple, quand on va dire « elle, on la juge », qui est le « on », enfin, il y a beaucoup d'allusions et c'est difficile en fait à comprendre par les enfants. Donc certains parents en fait rechignent à faire lire cet album par leurs enfants parce qu'ils le trouvent trop dur. Et en fait, c'est le fait de décontextualiser l'histoire et de ne pas rappeler en fait que Jeanne défend son pays, qu'elle se sacrifie, mais que c'est dans une optique nationale. Finalement, ça rend l'histoire très littérale et ça lui donne un caractère extrêmement sombre puisque effectivement, elle semble mourir pour un motif dérisoire. Elle veut mettre un pantalon, elle meurt. Donc ça peut... Il y a certains enfants qui disent c'est nul, c'est triste. Donc c'est vraiment un album qui est à la fois extrêmement intéressant, qui fonctionne très bien. Alors je l'ai donc étudié avec des étudiants et en fait il faudrait revoir un petit peu le public de l'album. C'est un album plus pour adolescents finalement que pour enfants. Et d'ailleurs donc cet album a eu un prix à sa parution, mais il n'a pas été réédité. Donc l'éditeur n'a pas souhaité. Donc il est difficile à trouver actuellement. Pour terminer, je voulais donc je passe sur tout un tas d'images, mais je voulais m'interroger avec vous donc sur cette possibilité d'innover dans la représentation de Jeanne d'Arc pour la jeunesse. Et je voulais vous citer ce point de vue d'une illustratrice, Elżbieta, qui a fait beaucoup d'albums pour enfants, elle aussi, et qui a produit un livre où elle réfléchit sur qu'est-ce qu'être une illustratrice et comment est-ce qu'on peut exercer cet art particulier.
Et elle a un point de vue un petit peu pessimiste sur la question. Alors si je recontextualise, elle est en train d'opposer sa production pour les enfants et sa production libre en tant qu'artiste, parce qu'elle était aussi artiste et donc elle faisait des œuvres qui n'étaient pas destinées aux enfants. Et elle dit donc dans le domaine du livre pour enfants, il s'agit d'explorer, ou plus exactement pour moi, de revisiter ou de faire découvrir le déjà connu. Le livre pour enfants, à défaut de pouvoir, sauf exception, être innovant sur le plan artistique, est un lieu de passation de connaissances, de transmission de patrimoine entièrement référé. C'est le lieu où l'enfant s'initie à notre passé visuel, à notre passé narratif et au passé tout court. Là, il prend conscience du temps historique. Donc, ce point de vue peut être un peu trop tranché, parce que je pense qu'on peut quand même un petit peu innover, mais en tout cas, pour elle, le rôle de l'album, c'est de transmettre à la fois une culture visuelle et puis bien sûr une culture écrite. Et donc elle met en garde contre cette difficulté à innover dans l'album de jeunesse. Si on regarde la production qu'on trouve, je vous ai dit, on trouve, enfin, les deux albums que je vous ai présentés sont en fait assez difficiles à trouver. Alors qu'est-ce qu'on trouve vraiment actuellement facilement sur Jeanne d'Arc ? On va trouver donc soit des biographies en volume sériel, donc c'est-à-dire des collections qui consacrent un livre à différents personnages. Donc on a un livre par personnage. Alors par exemple celui-ci, je pense que vous l'avez tous vu, il est dans tous les supermarchés. La collection, là, Quelle histoire. Vous avez une série de personnages historiques et ça, c'est très bien diffusé dans la grande distribution. Donc on trouve ça sur Jeanne d'Arc, donc des biographies dans des petits livres qui lui sont consacrés. Et puis on la trouve aussi dans des recueils qui vont, eux, rassembler plusieurs biographies. Donc un livre, plusieurs personnages. Et vous voyez qu'en fait, une tendance qui se dégage, c'est la mise en valeur des héroïnes féminines. Donc alors cette collection-là, il y a des hommes aussi qui sont. On trouve Napoléon, enfin il y a tous les héros de l'histoire de France, mais celle-ci, donc Histoire d'elle, on n'a que des femmes. Là, Jeanne d'Arc et son destin d'héroïne, c'est aussi une collection destinée aux filles. Et puis là, ce sont des ouvrages qui exploitent un petit peu le succès de BD comme Culottée, de Pénélope Bagieux. Ou il y a d'autres livres pour enfants, Histoire du soir pour filles rebelles, qui est un des plus gros succès de librairie. Alors je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas Jeanne d'Arc dedans, mais dans ces deux-là, on a bien Jeanne d'Arc, donc femme libre et prodigieuse. Et donc, on voit qu'il y a une volonté, en fait, de changer de perspective. Il y a bien innovation, puisque maintenant, on va essayer de raconter l'histoire de Jeanne d'Arc en mettant en valeur son côté féminin, en la décrivant donc comme une femme puissante. Et on va la relier à des figures modernes. Alors, ça peut être Malala, Anne Frank. Enfin, je cite un petit peu les autres personnages qui sont représentés dans ces collections. Et puis, on va aussi avoir, la différence, c'est qu'on va avoir une perspective supranationale, c'est-à-dire qu'on ne se centre plus seulement sur les personnages français, mais qu'on essaye de décrire des héroïnes un petit peu du monde entier. Donc ça, c'est effectivement des innovations. En même temps, si on regarde les représentations de Jeanne d'Arc, notamment au niveau... Alors, en fait, à la fois au niveau des textes et des dessins, son histoire va être racontée toujours de la même façon. Donc, il n'y a aucune innovation dans la façon dont on raconte l'histoire. Et il n'y a pas beaucoup d'innovation non plus dans la façon dont elle est représentée. On va la retrouver en armure féminisée. Alors, cette collection-là joue un petit peu sur l'humour, les codes de la caricature avec les grosses têtes, mais il fait ça pour tous les personnages. Et alors ici, on ne la voit pas, mais donc, de façon générale, en fait, on retrouve donc une Jeanne d'Arc féminisée. On retrouve aussi des codes genrés qui, en fait, s'adressent... Enfin, on voit ici, vous voyez, la couverture rose, les petites boucles de cheveux, les rubans sur le cheval. Enfin, donc tout ça reconduit, en fait, d'une certaine façon, des stéréotypes de genre, tout en voulant un petit peu libérer les filles. Et donc, je voulais finir là-dessus et remettre en valeur la réussite, à mon avis, et l'intérêt de l'album de Dieu, parce que c'est vraiment le seul qui arrive à sortir de cette vision binaire, en fait, fille-garçon, et de cette manière dont on veut toujours rappeler que Jeanne était
reste une fille malgré son habillement en garçon. Il est aussi très frappant qu'on voit jamais de Jeanne laide ou grosse, par exemple. Elle est toujours représentée comme une jolie jeune fille. Et donc tout ça, c'est très difficile en fait d'agir là-dessus. On mesure encore une fois cette réussite de Thierry Dedieu. Donc moi, je milite pour une réédition de l'album de Dedieu. Et aussi donc pour cette idée que les albums ne sont pas uniquement des formes pour petits-enfants, mais qu'elles peuvent intéresser aussi les adolescents et les adultes, le tout étant d'avoir donc des albums de bonne qualité. En fait, dans la production sur Jeanne d'Arc, on a à la fois des choses un peu commerciales, comme celles que vous avez sous les yeux, et puis des productions d'artistes. Et donc les 2 albums que je vous ai présentés, Boutet de Monvel et Dedieu, ce sont vraiment des ouvrages qui font date par justement ces innovations qu'il propose. Et Thierry Dedieu est en fait en phase avec l'évolution de la culture populaire. Je sais, peut-être certains étaient de la culture populaire et même des recherches sur Jeanne d'Arc. Ça va peut-être évoquer des choses à certains d'entre vous, mais il y avait eu une conférence de Clovis Maillet qui était venu présenter son livre de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans et qui insistait sur le fait que en fait, Jeanne d'Arc pouvait être replacée, on peut la comprendre à la lumière de ces itinéraires de saintes qui, au Moyen-Âge, ont pu s'habiller en hommes et vivre dans des couvents de moines. Donc ça nous amène à avoir un regard différent sur les différences sexuelles. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Bénédicte, pour ce très beau parcours. Et je suis sûre qu'il y a des questions qui vont vous être posées. Maude. Merci beaucoup. J'ai beaucoup de questions, mais j'en poserai qu'une. Tu montrais tout à l'heure des films hollywoodiens avec Errol Flynn. Est-ce qu'il y a eu un film hollywoodien sur Jeanne d'Arc? Quand est-ce qu'elle arrive au cinéma, en fait? Alors, elle arrive très tôt, y compris avec des films muets. Je me demande s'il n'y a pas un film de Méliès sur Jeanne d'Arc. Enfin, elle est vraiment présente quasiment dès les origines du cinéma. Et puis après, alors là, les films que j'ai mis, je crois que j'ai mis Dreyer et Rossellini, mais il me semble qu'il y en a d'autres. Et bon, le film de Rossellini avec Ingrid Bergman est quand même une vedette hollywoodienne. Donc, et c'est son visage qu'on va retrouver sur cette collection-là. Donc il y en a beaucoup et Hollywood s'en est emparé parfois à travers des grands réalisateurs. Mais on peut aussi penser dans le côté grand public au film de Besson, que Thierry Dedieu cite, aussi comme ses influences possibles. Donc cette interaction avec le cinéma, elle est extrêmement importante. Et en fait, on trouve toutes sortes de films hollywoodiens ou des films d'auteur autour de Jeanne, et tout se mélange un petit peu, en fait. C'est Adumi. Je voulais savoir, est-ce que aujourd'hui, dans les livres d'histoire, pour même les lycéens, on aborde encore l'histoire de Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est un des chapitres? Est-ce qu'on en parle? C'est une bonne question. Je pense que oui, mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un mode d'enseignement de l'histoire qui est quand même assez différent de celui qu'on a connu pendant très longtemps, dans le sens où on s'attache moins à une histoire chronologique et à des figures héroïques type roi, grand héros. Donc, du coup, l'événementiel passe un petit peu à la trappe. Alors, pour le meilleur, parce que c'est vrai que c'est bien de ne pas enseigner l'histoire comme ça, de faire de l'histoire sociale, d'avoir une vue un petit peu plus large sur les événements. Et puis aussi pour le pire, parce que parfois les jeunes n'ont plus trop de repères chronologiques.
Et donc, quand même, Jeanne d'Arc reste quand même une figure, je pense, connue. Ensuite, effectivement, elle n'aura pas la place dans les manuels récents, la même place que ce qu'on peut trouver dans le Lavis de la fin du XIXe siècle. Mais elle reste encore quand même mentionnée. Après, les historiens de la guerre de 100 ans amènent quand même à relativiser son importance. Déjà parce qu'il montre que c'est une figure finalement qui n'est pas si isolée que ça, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de Jeanne d'Arc, enfin de prophétesses qui prétendaient sauver la France à l'époque de la guerre de 100 ans. Et puis parce qu'on pense quand même que si elle n'avait pas été là, il se serait passé, le dauphin aurait peut-être réagi autrement, mais que finalement on serait peut-être arrivé au même résultat sans Jeanne d'Arc. Donc du coup, il y a cette réévaluation-là. Mais il y a des ouvrages d'historiens qui continuent. Enfin, chaque année, il y a aussi des ouvrages d'historiens qui continuent à apparaître. Il y a eu l'ouvrage de Claude Gauvard l'année dernière qui insistait aussi sur le côté féminin, la question de la diffamation, hein, Jeanne d'Arc, femme diffamée. Donc ça reste quand même une grande figure sur laquelle les recherches continuent. Et donc les manuels se font un peu l'écho de ces recherches-là. Alors, je vais poser la question en régie. Est-ce qu'il y a des questions qui viendraient d'auditeurs à distance? Il n'y en a pas. Bon, alors je vais m'autoriser une question avant de céder la parole. Je voudrais savoir si, dans votre étude, en l'occurrence de Jeanne d'Arc dans la littérature de jeunesse, vous allez jusqu'à faire des recherches sur le lectorat et notamment sur le genre des lecteurs. Non, c'est vrai que là, les réactions que je citais, c'était vraiment... C'est ça aussi l'intérêt du groupe Ange, c'est que on a pu faire des tests un peu sur les enfants de collègues. Et puis, il y a parmi les collègues des spécialistes de la lecture d'albums, de la lecture partagée, etc. Et donc, un certain nombre d'observations que j'ai retranscrites là venaient de collègues linguistes qui, justement, mettaient en valeur l'implicite qu'il pouvait y avoir, la difficulté que les enfants pouvaient avoir à s'y retrouver. Mais c'est vrai qu'on pourrait mener une étude plus systématique. Ça pourrait être un travail de master ou en essayant d'observer des cohortes et de voir un petit peu s'il y a une différence. Ce serait très intéressant. Enfin, là, il me semble vraiment... Et ça devient problématique. C'est vrai que... on s'adresse quand même beaucoup aux petites filles maintenant, avec ce genre biographique. Et donc, c'est quand même problématique parce que si on ne présente des femmes puissantes qu'aux petites filles, ça ne va pas forcément faire beaucoup bouger les choses. C'était un peu le sens de ma question, puisque quand même, pendant des siècles, les petites filles ont été invitées à s'identifier ou à admirer des héros masculins, des hommes illustres. Elles ont pris l'habitude de le faire. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, des lecteurs de genre masculin ont envie, sont incités à se reconnaître, à connaître, à vouloir connaître des personnages, des héroïnes féminines? Enfin, en tout cas, ça semble clair dans les intentions de Thierry Dedieu, mais qu'en est-il dans la réception de ces ouvrages? Oui, c'est vrai que Thierry Dedieu, pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment des choix qui s'adressent à la fois aux filles et aux garçons. Et d'ailleurs, le fils d'une collègue avait fait le parallèle avec le film sur Calamity Jane, un film d'animation récent, où là aussi l'héroïne était grondée lorsqu'elle mettait un pantalon. Et donc c'était un petit garçon qui a fait cette remarque, donc il avait bien vu ce film sur Calamity Jane. Après, il n'avait pas forcément aimé l'album de Dedieu, qu'il trouvait triste. Mais bon, si je reviens à mes collections, moi ça m'a frappé quand même qu'on est dans une inflation de livres qui s'adressent aux filles. Alors, il y a quand même cette collection-là qui est bien diffusée, qui est, elle, pour tout public, et dans laquelle les personnages féminins sont insérés au sein de biographies de grands personnages des deux sexes. Donc, ça compense, à mon avis, un petit peu, mais c'est vrai que ça vaudrait le coup de s'intéresser à ça. Et il y a aussi un travail à faire. C'est vrai que c'est pas parce qu'il y a du rose sur la couverture qu'un petit garçon devrait se dire que ce livre-là n'est pas pour lui. Mais malheureusement, c'est quand même des choses qui se produisent encore.
Donc, et les éditeurs, quand même, en sont conscients. Donc, là aussi, je pense qu'il y a un travail éditorial très important à faire pour pouvoir gagner cette diversité-là. Merci. D'autres questions ou réactions? Ensuite. Est-ce que le fait qu'elle ait été sacrée et que donc elle a des liens avec la religion catholique nuit ou pourrait nuire un peu à sa diffusion un peu généralisée dans l'ensemble des foyers français, d'après vous? Alors ça a joué parce que c'est vrai que par exemple avec la séparation de l'Église et de l'État et la loi de 1905, il y a eu une interdiction en fait à l'école publique de diffuser des éléments à caractère religieux. Mais en fait, Jeanne d'Arc, c'est un petit peu la figure la plus protégée par rapport à ça, justement à cause de son rôle politique et par le fait qu'elle était mise en avant par des historiens complètement anticléricaux comme Michelet. Et donc, par exemple, un livre qui a été très diffusé à la fin du 19e siècle, c'était Le Tour de la France par deux enfants, qui est un petit manuel dans lequel deux enfants font le tour de France et puis ils découvrent les spécialités de chaque ville et ils découvrent aussi les grands hommes de chaque ville. Et entre les deux éditions, donc avant la loi de 1905 et après la loi de 1905, on s'aperçoit que beaucoup d'éléments religieux ont disparu. Donc les enfants disaient « mon Dieu », ils ne vont plus dire « mon Dieu ». On avait Bossuet dans le livre, on n'a plus Bossuet, mais on n'a pas touché à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est toujours là. Quand il passe à Orléans, il voit la statue. Donc elle est suffisamment... il y a ce côté héroïne nationale qui fait qu'elle va pouvoir quand même continuer à être évoquée, y compris à l'école publique. Et du coup, ça joue, mais ça n'a pas vraiment freiné sa diffusion. Et elle reste aussi une figure, pendant la Résistance, par exemple, elle va être utilisée par les communistes. Donc il n'y a pas seulement de la référence catholique qui va pouvoir jouer. Donc elle peut continuer à être utilisée de ce point de vue. Voilà. Ça qui me frappe vraiment, c'est que d'un côté, elle est présentée comme vierge, mais en même temps, sûrement dans les publications pour les adultes, elle est très nue, sexualisée. Pouvez-vous m'expliquer? Avez-vous une idée pourquoi c'est comme ça? Oui, en fait, c'est une très bonne remarque. Je vous renvoie à quelqu'un qui a fait toute une étude là-dessus. Patrick Pécat, c'est en ligne. C'est un chercheur indépendant donc, qui s'intéresse aux images et il a étudié toutes les figurations sensuelles et érotiques dans l'imagerie de Jeanne d'Arc et effectivement, il montre que c'est vraiment très présent, qu'il y a une hypersexualisation de Jeanne. Comment expliquer c'est vrai que c'est un personnage fantasmatique et c'est en fait cette hypersexualisation, c'est quelque chose qu'on a essayé d'utiliser contre elle au Moyen-Âge. C'est-à-dire que les ennemis de Jeanne d'Arc ont essayé de la représenter, comme je disais tout à l'heure, comme une prostituée ou comme une femme impudique. Le fait de mettre un pantalon à l'époque renvoyait quand même à briser un interdit et renvoyait à pas une... voilà. Donc c'est un personnage qui peut donner prise à ce type de représentation. Et après, en fait, moi j'ai l'impression qu'on trouve tellement de choses sur Jeanne d'Arc qu'on peut en faire tout et n'importe quoi. Donc l'hypersexualisation, elle est présente, mais elle n'est peut-être pas plus présente que d'autres aspects, parce que voilà, parfois on trouve autre chose. Mais après, il y a aussi toute une lignée d'écrivains romantiques qui l'ont montré même avec des amants. Au début du 19e, on va avoir une Jeanne d'Arc qui a des amants dans la troupe. Donc, elle est vraiment malléable parce que, en fait, notamment donc, les renseignements qu'on a sur elle nous donnent ce double point de vue, un point de vue à charge pendant le premier procès
et un point de vue à décharge, qui est donc celui du deuxième procès, où le roi de France, qui quand même est un peu embêté d'avoir été couronné grâce à une sorcière ou à une prostituée, va s'efforcer de me montrer qu'elle n'était pas cela, et du coup, le procès va permettre sa réhabilitation. Mais finalement, tout ce qu'on dit sur Jeanne d'Arc, on peut trouver de lointaines origines dans les reproches et dans les représentations qui ont été faites d'elle, y compris au Moyen-Âge, en fait. Alors, surtout d'un point de vue là, textuel, hein, parce qu'on n'a pas on n'a pas de représentation du Moyen-Âge, des images de Jeanne d'Arc en prostituée, on n'en a pas au Moyen-Âge. La seule image qu'on ait de Jeanne d'Arc, quand même, il faut que je vous la montre, vous la connaissez peut-être, hein, c'est celle-ci, enfin la seule image qu'on ait qui date de l'époque de Jeanne d'Arc, mais elle a quand même été faite par un... Ah, pardon. Alors je ne sais pas si on peut me le remettre en régie. Sinon, c'est pas très grave. Hein. C'est une représentation en fait d'un greffier du Parlement de Paris qui tenait son journal. Windows P. Alors Windows P. Et après, je fais dupliquer. Si je retrouve ma souris. Hop. Voilà. Voilà, c'est cette représentation-là, donc qui est en fait un petit dessin donc, dans la marge d'un manuscrit où ce greffier au Parlement de Paris notait les événements frappants du royaume. Donc ça date de 1429, donc c'est très ancien, mais il n'a jamais vu Jeanne d'Arc. Et alors vous voyez la façon dont il se la représente, il met bien son épée, mais il la représente bien en femme, et pas du tout les cheveux courts, par exemple. Donc... c'est très difficile de représenter Jeanne d'Arc sans la féminiser. Et en fait, qui dit féminisation dit dérive fantasmatique quand on veut en donner une image soit négative, soit plaisante à certains aspects. Mais en tout cas, moi j'explique ça comme ça. Alors moi je viens de Rouen, donc et à l'école Jeanne d'Arc quand même, on a beaucoup allé à l'Historia Jeanne d'Arc. Et je me demandais si c'est plus facile de diffuser des albums sur Jeanne d'Arc. Alors là aussi, en fait, historiquement, hein, il y a eu toute une période où Jeanne d'Arc était assez oubliée, donc entre le 17e, 18e, alors Voltaire s'en rappelle un petit peu pour s'en moquer, mais globalement, elle est oubliée. Sauf dans les villes, justement, qui sont liées à Jeanne d'Arc, donc Orléans, Rouen, Domremy, éventuellement Compiègne ou des villes secondaires comme ça, mais surtout Orléans et Rouen. Et donc là, il y a vraiment une tradition locale sur Jeanne d'Arc, et ça ne m'étonne pas du tout que vous l'ayez plus étudiée. Après, je ne sais pas si ce serait intéressant, là aussi, dans les choses qu'on pourrait faire, il faudrait faire un master ou une petite recherche pour voir si dans les écoles de Rouen et de l'agglomération rouennaise, on conserve un lien particulier. Alors, c'est intéressant, ça peut passer peut-être par le musée. Effectivement, l'historial Jeanne d'Arc, à mon avis, ça fait partie des sorties intéressantes pour les écoliers rouennais. Donc, est-ce que ça passe par le musée? Est-ce que ça passe par le cours d'histoire? Est-ce que ça passe par l'album? Là, les deux albums que je vous ai présentés, c'est des albums qui se veulent littéraires, qui ne se veulent pas des documentaires historiques. On les classerait plutôt dans la rubrique littérature que dans la rubrique histoire. Donc, il faudrait voir, en fait, par quoi ça passe. Est-ce que ça passe par l'histoire, la fiction, le musée? Mais c'est intéressant. Merci. Pour un des derniers albums que tu as montré, là, celle qui est à droite pour nous, elle est un peu racisée. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive en ce moment à Jeanne d'Arc, le fait ou toi tu le vois pas comme ça? Moi, je la voyais avec des cheveux bouclés, donc un peu girly en fait. Mais c'est vrai, tu as peut-être raison. Enfin, je ne sais pas si d'autres dans l'assistance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une tendance. Alors, en
en tout cas, à vouloir représenter la diversité dans les figures de femmes qui vont être mises en valeur. Et puis, il y a aussi une tendance à voir des Jeanne d'Arc dans les autres pays. Donc, on va avoir la Jeanne d'Arc algérienne, la Jeanne d'Arc... Enfin, j'ai vu ça pour plusieurs pays. Mais là, pour cette couverture-là, je ne sais pas trop, en fait. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez rare qu'on voit une Jeanne d'Arc avec les cheveux bouclés, quand même. Donc, il y a peut-être cette volonté-là de permettre à plus d'enfants de s'y identifier. C'est possible. Juste une deuxième question aussi. Oui, dans les autres figures de femmes guerrières médiévales, il y a les Amazones. Est-ce qu'il y a des albums qui regroupent? Est-ce qu'il y a des points de contact entre Jeanne d'Arc et les Amazones? Parce qu'en fait, ça me frappait en t'écoutant que Jeanne d'Arc, elle est très seule. Elle est seule dans un monde d'hommes. C'est une particularité. Et du coup, est-ce qu'on fait des points de contact avec d'autres femmes guerrières, mais dans le même livre? Alors, au Moyen-Âge, on le faisait, comme tu le sais sans doute. Elle est effectivement mise en lien avec les Amazones, ou bien avec la figure de Judith. On voit, je dois avoir une image là-dessus quelque part. Ici, là, quand elle est représentée comme ça, à côté d'une tente, d'un pavillon, etc., ça évoque l'iconographie de Judith quand elle va tuer Holoferne. Alors, c'est pas avec une lance, mais il y a des points communs. Donc au Moyen-Âge, elle était mise en série, et puis dans la Jeanne des Échevins, ou enfin, d'autres représentations dont je vous ai parlé, on la trouve en série avec des femmes preuses dans des cabinets, enfin, dans des pièces où on va mettre plusieurs portraits de femmes. Après, à l'époque moderne, étant donné qu'on la rapproche, enfin, les mises en série, elles se font quand même beaucoup avec des personnages historiques, du coup, on ne va pas trouver... Enfin, il me semble qu'on trouve moins ce rapprochement avec les Amazones. Mais, et du coup, elle ne va pas trop être rapprochée de femmes guerrières, mais plutôt... j'avais des listes, je vous en ai donné un peu tout à l'heure, mais dans la collection Histoire d'elle, on n'a pas de femmes guerrières, en fait. C'est Louise Michel, Alexandra Davinil, Camille Claudel, Georges Sand, Hélène Boucher, Olympe de Gouges, Marguerite de Valois. Donc elle est un petit peu, justement, enfin, elle reste isolée, y compris dans ce côté un peu guerrier qu'elle représente, parce qu'on n'a pas trop d'autres exemples. Tu nous as présenté des albums qui étaient plutôt littéraires. Est-ce que dans les réécritures, ce type d'album ou de roman, peut-être s'il en existe, est-ce que des épisodes de sa vie sont censurés? Assez peu, en fait. Alors, il y a quand même alors, on trouve toujours un peu la même structure, qui est la structure biographique et qui est aussi structurée en lieux, donc Chinon, Orléans, Compiègne, Rouen, enfin, c'est un peu toujours la même chose. Les passages qui vont être un peu gommés dans la littérature de jeunesse, c'est par exemple ce qui va concerner les vérifications qu'on a faites sur sa virginité. Bon, ça, on n'entre pas trop dans ce genre de détails scabreux. On sait que c'est des opérations qui ont été faites, que l'entourage royal s'est assuré qu'elle était bien vierge avant de lui confier l'armée, etc. Donc ça n'apparaît pas. Un autre épisode qui va être, donc, que j'ai un peu évoqué, qui va être un peu censuré, enfin, dans ses versions pour la jeunesse. Alors, je peux aussi vous montrer des images, normalement. C'est l'épisode où elle est en prison. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Et on sait que quand elle était en prison, elle a subi des attaques, alors peut-être pas allant jusqu'au viol, mais des attaques quand même à caractère sexuel de la part de ses geôliers, ce qui l'a poussée. À un moment, elle a repris l'habit de femme, et puis elle a abandonné à nouveau cet habit de femme parce qu'elle a dit qu'en prison, c'était trop compliqué. Donc vous voyez ici, Boutet de Monvel le présente comme ça. On la voit ici, donc alors là c'est pas ses geôliers, mais c'est
le duc anglais qui vient la menacer, en fait, hein, mais on la voit attachée, en but à un groupe d'hommes, etc. Dans les représentations des tableaux de l'époque, donc qui s'adressent plus aux adultes, les attaques sont parfois plus explicites. Vous voyez ici le dessin à la plume, bon, elle a ce geste où elle ramène le drap sur elle. Là, on est dans des choses plus explicites. Donc, vous voyez comment la littérature de jeunesse à la fois reprend cette iconographie générale, et puis il y a effectivement quand même des transformations pour le jeune public, pour en fait, les tabous hein, pour les enfants, c'est un peu la violence et le sexe. Donc, on va édulcorer ce qui concerne l'un ou l'autre. Le sexe étant peut-être encore plus un tabou que la violence. On voit que, en tout cas, Thierry de Dieu ne s'est pas lancé, enfin, il n'a pas montré Jeanne d'Arc en but assez geôlier. Il n'a pas hésité sur la violence, mais il ne s'est pas aventuré sur le terrain de ces épisodes qui sont quand même des épisodes secondaires aussi. Hein. Mais c'est clair que c'est une littérature surveillée. Donc, et qu'il y a ce double public, il faut plaire aux parents, il faut plaire aux enfants. Donc, parfois, l'enfant pourrait accepter certaines choses, mais c'est le parent qui va refuser d'acheter l'album pour telle ou telle raison. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. En vous écoutant, je me disais que dans la littérature un peu féministe, il y a cette reprise du thème de la sorcière, et je crois que c'est quelque chose dont on a accusé Jeanne d'Arc, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est quelque chose qui est repris dans les albums jeunesse, cette accusation faite aux femmes d'être sorcières, ou pas du tout? Enfin, comment est-ce qu'on s'est abordé? Alors, le personnage de la sorcière, c'est un personnage populaire hein, dans la littérature enfantine. J'avais une étudiante l'année dernière ou il y a 2 ans qui a fait un mémoire de master sur les sorcières. Je ne sais plus, c'était dans le catalogue de l'école des loisirs. Il y en avait beaucoup, mais pas en lien avec Jeanne d'Arc. Là où on va voir Jeanne d'Arc en sorcière, c'est vraiment dans ce que je vous ai montré au début, c'est-à-dire des choses plus pour adolescents ou pour adultes. Donc ici, voilà, là, elle est prostituée, mais il y a toujours aussi un lien avec le démon. Et puis, dans cette BD-là, où Jeanne d'Arc est présentée en lien avec des cultes primitifs. Mais alors, cette BD, elle a aussi été en but, même si c'était une BD pour adultes, hein, elle a fait l'objet de réactions assez vives et je crois, je ne sais plus si elle a été interdite par le Vatican ou quelque chose comme ça. Mais c'est des choses qui continuent à poser problème, en fait. Mais c'est vrai que d'un point de vue... la sorcière est une figure qui est très présente dans la pensée féministe actuelle et on pourrait très bien réintégrer Jeanne d'Arc à ce courant-là, enfin, à ces figures-là. Même si, en fait, il faut bien voir que c'est donc quelque chose dont on l'accuse au Moyen-Âge et dont elle se défend très bien. Hein, elle dit bien que... parce que donc, il y a eu beaucoup de questions insidieuses pendant son procès. Vous alliez sous l'arbre des fées, vous adoriez les fées. Et elle essaye toujours de se maintenir dans une stricte orthodoxie. Donc, c'est pas du tout une figure d'identification de la sorcière, c'est vraiment la figure repoussoire. Et tout l'enjeu du procès, c'est de savoir si ces voix viennent de Dieu ou viennent du diable. Donc l'assimilation avec la sorcière, elle vient comme une accusation au Moyen-Âge, et puis ensuite elle prend d'autres résonances. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que Jeanne d'Arc pouvait revendiquer elle-même. Alors on va prendre une dernière question. Je me demandais si, par rapport au recueil qu'on avait vu, où elle était mise en valeur avec d'autres figures féminines, si elle était souvent mise en valeur aussi avec des hommes, enfin des figures masculines. Et si oui, comment? Est-ce qu'on intitulait ça les grands hommes, les grands hommes et les grandes femmes? Parce que du coup, par rapport au Quelle Histoire, je crois, il y a ce gros manuel existe où il y a plusieurs figures.
Oui, alors voilà, en fait, quelle histoire, c'est vrai, il y a vraiment des hommes et des femmes. Donc là, et généralement, dans la tradition, telle que je l'ai évoquée, dans cette tradition des vies des personnages illustres, on pouvait avoir des hommes et des femmes. Euh, c'est pas inhabituel. Mais après, il y a ces livres qui sont conçus spécialement pour les filles, où là, on va avoir que des figures féminines. Et donc, et il y en a de plus en plus, je pense, parce qu'elles se vendent bien, en fait. C'est vraiment des succès d'édition. Et du coup, ça encourage, enfin, j'en ai vraiment trouvé beaucoup, avec des choix un peu très éclectiques, en fait. Mais en tout cas, une volonté de bien se centrer sur les femmes et de ne pas mettre de figure d'homme. Mais c'est aussi le choix, là encore, de Pénélope Bagieux dans Culotté. Et donc, il y a une sorte de rééquilibrage qui se fait. J'ai mis en bibliographie aussi l'étude, alors j'aille tout à la fin, de Nelly, si ça intéresse certains pour en savoir plus. Il y a une étude de Nelly Chabrol-Gagne qu'elle a appelée Filles d'album, sur justement la présence des filles dans les albums de jeunesse. Et c'est un album qui date de 2011 et elle est encore dans une perspective où elle dit quand même les filles sont sous-représentées. Il y a vraiment beaucoup moins d'albums qui proposent des personnages féminins. Elle fait une étude, justement, une petite section sur les personnages historiques. Elle dit en gros les femmes, il n'y a que Jeanne d'Arc et puis Cléopâtre à la limite, mais c'est quand même très marginal. Et ça, en 10-15 ans, ça a quand même changé. Avec un rééquilibrage très fort pour répondre à ce besoin qui est souligné à la fois par Simone de Beauvoir dans le IIe siècle, par des autrices contemporaines comme Alice Zéniter, par exemple, qui engagent à écrire des histoires pour les filles. Et donc, du coup, la contrepartie, c'est peut-être qu'on se retrouve quand même face à... c'est difficile de maintenir une mixité. Est-ce qu'on va offrir ce genre de livre aux petits garçons ? J'espère, mais peut-être ce serait bien du coup de panacher un petit peu dans... Mais disons que le côté innovant, le genre de la biographie des hommes illustres est tellement ancien que le côté innovant, c'est de mettre que des femmes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est si à la mode. Merci beaucoup. Alors je ne peux pas m'empêcher de rappeler qu'on trouve une représentation de Jeanne d'Arc en sorcière et prostituée, mais alors vraiment au sens repoussoir, dans Henri VI, première partie de Shakespeare, parce qu'il y a aussi un point de vue anglais sur Jeanne d'Arc. Donc voilà, je vous renvoie à cette pièce. C'est une pièce qui était très, très peu représentée en France, parce que justement, on n'aime pas trop la représentation qui est donnée de la France. Mais maintenant, on commence à pouvoir voir cette Jeanne d'Arc-là, qui existe aussi, la Jeanne d'Arc vue par les Anglais. Donc voilà, ça c'était vraiment une parenthèse. Merci infiniment, Bénédicte Millambov, pour cette conférence. Et j'ajouterai pour finir des remerciements à l'équipe du service de la formation continue, Marianne Schilling qui n'a pas pu assister à la conférence mais qui la visionnera par la suite, Patricia Dumy qui accueille le public et fait bien d'autres choses, et Martin Hervouette. Merci également à la DNUM et en l'occurrence à Raphaël Gaudenzi, fidèle à son poste en régie. Et je vous invite à vous servir en flyers qui vous informeront sur les prochaines conférences, c'est-à-dire les conférences jusqu'au mois de décembre. Je vous ai donné quelques aperçus des conférences que vous pourrez suivre à partir du mois de janvier, mais le programme complet sera mis en ligne dans le mois. Nous avons ici même plusieurs conférencières du prochain semestre. Donc, puisqu'elles sont là, je les nomme. Donc, Maude Pérez-Simon, qui viendra le 30 janvier, nous parler des plafonds peints du Moyen-Âge aussi. Donc, nous resterons dans le Moyen-Âge. Marie Franco, alors, je vous ai parlé tout à l'heure de sa conférence, donc je vous le redis, qui nous parlera le jeudi 16 mai à 18h30 de l'enfance dans la guerre d'Espagne, dans le cinéma de la guerre d'Espagne, ou non, plus largement. Voilà, pas d'autres conférencières ou conférenciers parmi nous. Alors, merci pour votre présence. Nous sommes impatientes et impatients de vous écouter. Et donc, je vous invite à vous servir en flyer pour avoir à l'esprit les prochaines conférences jusqu'au mois de décembre, en attendant l'apparition du prochain flyer pour le prochain semestre. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à très bientôt. Merci.